Salam alaikum et bienvenue dans ce deuxième cours qui s'inscrit dans la continuité du chapitre 1, à savoir une introduction à la matière physique 1, mécanique du point. Nous allons aborder en premier lieu l'analyse dimensionnelle. Nous avons parlé brièvement de cette notion lors du précédent cours. Rappelons que la physique fait partie des sciences expérimentales où on fait différentes expériences, puis on essaie d'établir des lois qui régissent ces expériences. Eh bien, ces lois doivent obéir à certaines règles, notamment l'analyse dimensionnelle. En effet, si nous avons une équation de type A égale C plus D, la dimension du premier membre doit être homogène avec la dimension du second membre. Donc, on va dire que la dimension qui est symbolisée par les crochets, donc A entre crochets, dimension de A, est égale et donc de même nature avec la dimension du second membre. Alors, lorsqu'on parle de l'analyse dimensionnelle, et lorsqu'on met les crochets, il faut savoir qu'on est en train de s'affranchir de l'unité et on est en train de parler uniquement de la catégorie, du type de la variable. Donc, on n'est pas en train d'évaluer la valeur, la quantité que représente A, mais la nature de l'espèce, si je puisse m'exprimer comme ça, donc la nature de la grandeur A. Si c'est une longueur, une masse, du temps, ainsi de suite. Donc, dans notre exemple, si nous avons écrit A égale à C plus D, c'est que la dimension du premier membre, remarquez, nous l'avons fait entre crochets, est identique à la dimension du second membre. Et on va écrire A entre crochets égale à C plus D. Alors, les physiciens se sont rassemblés dans un congrès au XVIIIe siècle et ont défini 7 grandeurs de base en physique et toutes les autres grandeurs de base peuvent être déduites, toute autre grandeur peut être déduite à partir de ces 7 grandeurs de base. Et toutes les autres grandeurs peuvent être déduites par les différentes relations qui existent de physique à partir de ces 7 grandeurs de base. Le choix de ces grandeurs de base est porté par rapport aux étalons qui ont été définis. C'est-à-dire, à un certain moment, les physiciens ont pris un barreau et se sont dit, on va s'entendre, tout le monde va s'entendre que cette longueur, on va l'appeler le mètre. Et quiconque voudrait avoir la grandeur du mètre, vient, il taille un barreau identique au nôtre et il va le reproduire dans son pays. Comme ça, à l'échelle mondiale, on aura le même mètre, la même longueur, ce qui n'était pas évident avant. De même pour la masse, de même pour le temps. Puis avec le temps, d'autres congrès ont suivi. Il y a eu quelques modifications où les étalons ont été modifiés petit à petit pour correspondre beaucoup plus à des phénomènes naturels. Par exemple, la seconde étant définie par rapport à un facteur multiplicatif de la fréquence d'oscillation à l'inverse de la fréquence d'oscillation de l'atome de césium d'un état à un autre. Et ainsi de suite, pratiquement l'ensemble de ces grandeurs ont vu leur étalon révisé
pour correspondre à des phénomènes naturels. Et comme ça, personne ne va s'imposer pour dire que voilà, j'ai le bon calibre par rapport à une grandeur donnée. Donc lorsqu'on parle d'une grandeur, quelle que soit l'unité qui est exprimée, on est en train de parler de la même entité. Si c'est de la longueur, une longueur, si c'est de la masse, si c'est la température, le temps, ainsi de suite. Les autres grandeurs comme l'énergie, la force, les vitesses, ainsi de suite, peuvent être déduites par rapport à ces 7 grandeurs en faisant appel aux équations connues, puisque les équations de physique sont tous homogènes. Et donc, on va utiliser des équations connues, n'importe quelle équation, et on va pouvoir remonter à un développement sur la base des grandeurs de base. Donc, toutes les autres grandeurs peuvent être obtenues par les différentes relations de physique qui sont connues à partir de ces 7 grandeurs de base. Dans notre matière, par exemple, une surface S a pour grandeur S égale à L au carré. Pourquoi? Parce que toutes les surfaces se calculent sur la base d'une multiplication de 2 longueurs. Par exemple, la surface d'un rectangle, c'est une longueur fois une largeur. Même la largeur a une dimension d'une longueur, puisqu'on est en train de mesurer une distance. Et donc, on va symboliser ça comme dimension d'une surface égale L au carré. C'est une longueur au carré. Maintenant, vous exprimez en mètres ou en miles, peu importe. L'essentiel, c'est des unités qui sont venues pour caractériser une longueur. Alors, lors des relations de physique, il est tout à fait possible d'avoir la multiplication entre des grandeurs de différentes catégories. Par contre, il n'est pas possible de faire l'addition et la soustraction de 2 entités de grandeurs différentes. Par exemple, on ne peut pas faire la somme d'une longueur à une masse. On ne peut pas faire la somme d'une masse avec du temps, ni faire la soustraction. On peut aussi avoir des grandeurs sans dimension. Et là, on dit que la dimension de telle grandeur est égale à 1. Par exemple, les constantes mathématiques. Les constantes mathématiques sont adimensionnelles, c'est-à-dire n'ont pas de dimension sur le plan expérimental et donc ont une dimension égale à 1. Exemple de constante mathématique, par exemple, l'énergie cinétique est égale à 1/2 la masse fois V au carré. Le 1/2 qui vient dans la relation est une constante mathématique et a pour dimension égale à 1. Par exemple, la surface d'un cercle, c'est pi r au carré. Le pi est une constante mathématique et a pour dimension égale à 1. Ainsi de suite. Alors, par contre, les grandeurs en physique, notamment les constantes, sont tous, en général, ont tous une dimension. Bien sûr, il y a certaines exceptions qui peuvent ne pas avoir de dimension, donc avoir une dimension égale à 1. Mais de manière générale, les constantes physiques ont tous une dimension spécifique qu'on peut retrouver à l'aide des équations. Par exemple, la constante de raideur d'un ressort a une dimension, la constante de gravité générale, ainsi de suite. Exemple, si j'ai une relation de type A égale G plus D fois B. Bien sûr, la multiplication étant prioritaire, donc D fois B est entre parenthèses. Donc A égale à G plus D fois B. On va écrire que dimension de A, premier membre, est égale à la dimension du deuxième membre. Donc G, l'ensemble G plus D fois B.
Si cette équation donc, est correcte, donc elle est homogène, donc elle répond aux normes de l'analyse dimensionnelle, dans ce cas-là, on peut écrire que A, en tant que dimension, la dimension de A égale à la dimension de G égale à la dimension du produit D fois B. Pourquoi? Parce que nous avons dit que parmi les règles de l'analyse dimensionnelle, s'il y a une somme entre deux grandeurs, donc une somme entre cette grandeur et G, c'est qu'ils sont de même dimension. Donc on pourra écrire que la dimension D fois B étant égale à la dimension de G. Donc G a la même dimension que D fois B, qu'on symbolise par les crochets. Et le fait d'additionner deux grandeurs de même dimension, le résultat est de la même dimension. On rajoute, par exemple, de la pomme de terre à la pomme de terre. Le résultat reste toujours de la même catégorie, c'est de la pomme de terre. Il ne va pas se transformer en une autre espèce. Donc, on va écrire que dimension de A égale dimension de G égale à la dimension du produit. Par contre, le produit peut être de dimensions différentes. Donc, on va écrire que dimension de A, en fait, c'est la dimension de G. En fait, c'est égal à la dimension de D qu'on multiplie par dimension de B. Donc, puisqu'on fait la somme de deux entités, c'est qu'obligatoirement, ces deux entités doivent être de même dimension. Et le résultat, donc A, sera aussi de la même dimension que G et que le produit. Alors, une règle générale, c'est que, de manière générale, si nous avons une grandeur A, en physique, on peut l'exprimer par les 7 grandeurs de base. Et ça, c'est valable quelle que soit la grandeur A. De manière à ce qu'on pourra écrire que n'importe quelle grandeur en physique peut être égale à une longueur puissance A fois une masse puissance B fois du temps puissance C fois I, l'intensité du courant, fois θ, la température. Bon, on a choisi θ comme variable pour ne pas confondre pour la température avec T, le terme par rapport au temps. Et J, l'intensité de la lumière, et N, la quantité de matière. Certainement, on n'est pas obligé d'avoir toutes les grandeurs en même temps. On peut avoir les 7 ou une partie des 7, 1, 2, 3 grandeurs avec leurs puissances respectives, où A, B, C, D, E, F et G sont des constantes à déterminer. C'est des puissances 1/2, 1, 2 au carré, 1 sur 2, 1 sur 3, 3, ainsi de suite. C'est des constantes réelles qui sont à déterminer pour obtenir les dimensions, obtenir l'expression de A en fonction des dimensions de base, des 7 dimensions de base. Alors, dans notre matière qu'on est en train d'étudier, seules les 3 grandeurs de la longueur, la masse et le temps seront considérées. On n'aura pas à traiter avec de la température ou l'intensité de lumière. Ça sera pour les autres domaines. Maintenant, donc, toutes les grandeurs de notre matière seront une combinaison de ces 3 grandeurs de base, la longueur, la masse et le temps. Deuxième règle, si nous avons des relations de type cosinus f, ou sinus f, ou tangente f, ou logarithme f, ou exponentielle f, ou toute autre relation, comme sinus hyperbolique et ce qui y ressemble,
Alors f, la fonction qui va regrouper les opérations, un certain nombre d'opérations, doit être obligatoirement sans dimension. Et dans ce cas-là, le cosinus de f, ou la tangente de f, ou logarithme de f, aura une dimension égale à 1. Donc, elle sera sans dimension. Donc, lorsque vous exponentiez une expression, l'expression, la dimension de l'expression, le résultat de toute cette dimension sera égal à 1. Donc, ça sera une fonction adimensionnelle. Alors, toutes les relations, nous avons dit qu'ils doivent être homogènes. D'accord? Donc, les deux membres doivent être de même dimension. Et on peut faire l'addition et les soustractions uniquement si les grandeurs sont de même dimension. Donc, on rappelle aussi que les constantes mathématiques ont une dimension égale à 1. Et donc, toute grandeur qui a une dimension égale à 1, on dit qu'elle est sans dimension. D'accord? Y compris les angles, y compris la dimension des angles d'arc. Par exemple, le radian, le degré ou le grade sont des mesures mathématiques. Et donc, même s'ils ont une unité, ils sont adimensionnels, c'est des constantes mathématiques et ont pour dimension égale à 1. Alors, si on fait la somme de deux grandeurs de même dimension, donc on va écrire A plus B égale à C. Et donc, par exemple, si c'est une longueur, donc une longueur plus une longueur, c'est égal à une longueur. Ce n'est pas égal à 2 fois la longueur, parce qu'on n'est pas en train d'étudier la quantité de cette longueur, mais l'espèce, le type. Et donc, on va dire une longueur, quand on va lui rajouter une longueur, ça ne va pas devenir une masse, ni du temps. On va dire qu'une longueur, quand on lui rajoute une longueur, le résultat serait une autre longueur. Et donc, on va écrire L plus L est égal à L. Et non pas L plus L est égal à 2 fois L. Parce que si on écrit 2 fois L, c'est qu'on est en train de penser en termes de quantité. Or, en analyse dimensionnelle, le but n'est pas d'avoir une valeur numérique ou une valeur de la quantité de cette grandeur, mais d'étudier la catégorie de cette variable. Et par exemple, si c'est de la longueur, si on lui ajoute une longueur, c'est égal à une longueur. Donc, on pourra écrire que L plus L est égal à L. Exemple, trouver la dimension d'une vitesse. Alors, une vitesse, c'est toujours une distance divisée par le temps. Donc, c'est D sur T. Et donc, la dimension de V, c'est la dimension de D divisée par la dimension de T. Et donc, c'est égal à L sur T. C'est égal à L sur T. Et donc, L sur T, c'est L fois T à la puissance moins 1. Donc, nous l'avons exprimé en fonction des dimensions de base, que nous avons vu, mais on n'est pas obligé d'avoir les 7 grandeurs en même temps. Et pour les puissances A, B, C, D, E, F, G, ici, on a, par exemple, la puissance de L, c'est égal à 1, la puissance de T est égale à moins 1, le reste, c'est des zéros. Donc, on écrit m à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, ici, on se contente juste de 2 grandeurs de base, L, T, puissance moins 1. Donc, la dimension de V, c'est L, T à la puissance moins 1. Deuxième exemple, quelle est la dimension d'un volume? Un volume, c'est toujours une longueur fois une largeur fois une épaisseur. Je choisis une relation qui exprime cette grandeur. Et si j'écris que dimension de V est égale, dimension d'une longueur fois une dimension de largeur fois une dimension de l'épaisseur, j'aurai donc en définitif L cube. L cube parce que la longueur c'est une longueur, la largeur c'est une longueur et l'épaisseur c'est une distance, donc c'est une longueur. Et donc la dimension de V c'est L à la puissance 3.
Exemple 3. Essayons par un raisonnement de l'analyse dimensionnelle de retrouver la forme de l'équation de la période d'un pendule simple. Alors un pendule, je rappelle, c'est une masse suspendue à un fil négligeable, de masse négligeable, et on fait osciller l'ensemble, et le temps d'un aller et retour représente ce qu'on appelle la période. Donc la période d'un pendule, c'est le temps nécessaire pour un aller et retour. Et donc, on va essayer de faire un raisonnement. On va se dire que peut-être que le temps de l'aller-retour d'un pendule oscillant peut être affecté par une constante mathématique qu'on connaît pas, que je vais symboliser par un C. C pourra être égal à 1 ou 2 ou 1,5 ou pi, peu importe. Après, on verra ça, mais C ne pourra jamais être déterminé par l'analyse dimensionnelle. Ça sera juste un symbole C. Et on va se dire qu'un pendule pourra être affecté par la masse, la quantité de la masse qui est suspendue. Si c'est une grande masse ou une petite, elle va affecter le temps d'oscillation. Je vais me dire que peut-être si la masse elle est faible, le temps d'oscillation serait plus long. Si la masse est plus grande, peut-être ça va, ou inversement. Donc je vais multiplier par la masse à la puissance A. Je ne connais pas la puissance, mais je vais essayer de déterminer cette puissance A. Je serai aussi amené à penser que le pendule simple, sa période pourra être affectée par la longueur du fil. Donc, je multiplie par la longueur du fil la puissance B. Je ne sais pas comment B va affecter. Est-ce qu'au carré ou avec une racine carrée ou en inverse, 1 sur. Donc, je vais lui affecter une puissance B que je vais déterminer après. Et je vais penser aussi que ce pendule sera certainement affecté par la gravité. Si la gravité est plus grande, le temps d'oscillation ne sera pas le même par rapport à une planète où la gravité est plus faible. Donc, C, c'est une constante adimensionnelle, donc sans dimension, donc de dimension égale à 1. Et on va écrire que la dimension du premier membre doit être égale à la dimension du deuxième membre. Et donc, on va distribuer, on va étaler cette expression. On va écrire que ceci sera égal à la dimension de C fois la dimension de 1 puissance A fois la dimension de L à la puissance B fois la dimension de G puissance C. Et donc, c'est égal à la dimension de M à la puissance A fois la dimension de L à la puissance B fois la dimension de G à la puissance C. Donc, a priori, j'ai commencé par un raisonnement intuitif. Et je vais voir par analyse dimensionnelle, qu'est-ce que ça va me donner, comment ça va corriger mon expression. Commençons par déterminer l'accélération G. Alors l'accélération, la dimension, c'est la dimension d'une vitesse divisée par du temps, parce que l'accélération, c'est de la vitesse divisée par du temps. Et la vitesse, c'est L sur T, que je divise par T. Et donc, je trouve la dimension de l'accélération, une longueur fois t à la puissance moins 2. D'ailleurs, dans certaines unités, on remarque que la dimension que G est donnée en mètres par seconde au carré. Donc, parfois, certaines unités nous renseignent sur un peu la dimension, mais il ne faut pas confondre la notion d'unité et la notion de dimension. Donc, dimension, c'est plus large qu'une unité. Et donc, la période A pour dimension T, donc c'est du temps, c'est le temps d'un aller et retour. La dimension de C, c'est égal à 1. La dimension de la masse, c'est grand M, à la puissance A, donc. Et L à la puissance B. Et la gravité, donc ce qui est L, T à puissance moins 2, le tout puissance C.
Je vais regrouper les dimensions qui se ressemblent. Donc, j'aurai m à la puissance a, l à la puissance b plus c, t à la puissance moins 2c. Pour que les deux membres soient identiques, donc il faut que les puissances soient identiques. Et donc, si je n'ai pas de masse au premier membre, c'est comme si que j'ai c'est comme si que j'ai m à la puissance 0 au premier membre. D'accord? Au premier membre, c'est comme si que j'ai m à la puissance 0. Donc, a est égal à 0. Au premier membre, je n'ai pas L. Donc, c'est comme si que j'ai L à la puissance B plus C. Donc, je vais écrire B plus C est égal à 0. Donc, si je n'ai pas de L au premier membre, c'est comme si que j'ai L à la puissance 0. Et au deuxième membre, j'ai L à la puissance B plus C. Donc, je vais écrire 0 égale B plus C. Et enfin, T qui est à la puissance 1. Donc, 1 égale à T à la puissance moins 2C. Donc, moins 2C est égal à 1. De là, j'ai trois équations. Je peux remonter à la valeur des trois variables A, B, C. J'obtiens A égale à 0 et C est égal à moins 1,5. Et je remplace, je trouve B est égal à 1,5. Du coup, ma relation, la période, c'est égal à une constante mathématique. L à la puissance 1,5, G à la puissance moins 1,5, soit C, une constante, fois racine carrée de L sur G. Et le calcul, le développement explicite par les forces et les projections, ainsi de suite, me donne l'expression, la vraie expression, qui est égale à 2pi racine carrée de LG. Remarquez la ressemblance. Je trouve pratiquement la même forme, c'est juste que C, je ne peux pas le déterminer et je me rends compte que C, c'est égal à, en fait à 2pi. La constante mathématique, c'est égal à 2pi. Donc, grâce à l'analyse dimensionnelle, j'ai pu remonter à la forme générale de notre équation. Quatrième exemple, j'ai un corps qui est animé d'un mouvement accéléré et a pour équation x égale à 1,5 l'accélération t au carré. La question vérifie que c'est homogène. Vérifie que cette équation est homogène. Donc, je vais écrire la dimension du premier membre doit être égale à la dimension du deuxième membre. Et du deuxième membre, j'ai la dimension de 1,5 fois la dimension de l'accélération fois la dimension du temps au carré. Et donc, je vais écrire dimension de x, c'est une longueur, c'est une position. Et la position, c'est la distance entre l'origine et le point d'abscisse. Donc, c'est une longueur. Donc, une longueur est égale à 1 fois Lt à la puissance moins 2. La dimension de l'accélération, nous l'avons déjà déterminée dans l'exemple précédent, fois t au carré. Et donc, au final, j'ai L est égal à Lt à la puissance moins 2 fois t à la puissance au carré. Je simplifie les t et j'obtiens L au premier membre égale à L au deuxième membre. Donc, la dimension, donc l'équation qui nous a été donnée est homogène puisque la dimension du premier membre est égale rigoureusement à la dimension du deuxième membre. Exemple 5. On a une énergie d'une particule qui est donnée par E égale 5 bêta x plus 1,5 mv au carré. Alors, bêta, c'est une constante physique. X, c'est la position. M, c'est la masse. V, c'est la vitesse. Première question, examiner ou donner ou exprimer la dimension de E en fonction des grandeurs de base. Bien sûr, E, c'est une énergie, donc elle a pour unité le joule ou la calorie ou toute autre unité, l'essentiel, la dimension d'énergie. Et je veux exprimer la dimension d'énergie, comme ce n'est pas une grandeur de base, en fonction des grandeurs de base. Donc, dans notre matière, L, M et T. Pas la peine d'aller vers la charge électrique et ainsi de suite. Et deuxième question, donner la dimension du terme 5 bêta x, le groupe 5 bêta x. Et troisième question, d'en déduire l'expression de la dimension de bêta, la constante physique. Commençons la solution. Donc, E égale 5 bêta x plus 1,5 mv au carré. Si j'ai cette expression qui nous a été donnée,
c'est que la dimension de E, premier membre, doit être égale à la dimension du deuxième membre. Or, le terme 5 bêta x est additionné au terme 1 demi mv au carré. S'il y a une addition, c'est qu'ils sont de même nature, donc de même dimension. Donc je vais écrire que la dimension 5 bêta x est égale à la dimension de 1 demi de mv au carré, égale à la dimension de l'énergie. Donc en termes de dimension, sont tous des énergies. Sinon, je n'aurais pas pu sommer deux grandeurs de dimensions différentes. Donc ici, la dimension de 5 bêta x est égale à la dimension de 1 demi mv au carré. Et si on ajoute de l'énergie à de l'énergie, je trouve le résultat une énergie. Donc, je vais retrouver la dimension de E à partir du deuxième terme. Puisque celui-là est inconnu, je vais retrouver la dimension de E à partir de ce terme-là. Donc, je vais écrire E égale 1 demi de mv au carré. Donc, c'est la dimension de 1 demi fois la dimension de m fois la dimension de v au carré. Donc, 1 demi, c'est une constante mathématique, dimension égale à 1. La masse, c'est grand M. Et la vitesse, c'est L sur T. Et enfin, je trouve que la dimension de l'énergie, c'est M, L au carré, T à la puissance moins 2. Donc, pour la deuxième question, comme nous avons exprimé que la dimension 5 bêta x a été sommée à 1 demi mv au carré, donc ils sont de même dimension. Donc, je vais écrire que 5 bêta x a la même dimension de 1 demi mv au carré, a la même dimension que E, qu'on vient de retrouver, qui est égal à m L au carré t moins 2, soit la dimension 5 bêta x égale à m L au carré t moins 2. Troisième question. Une fois nous avons trouvé la dimension de 5 bêta x, je la décompose et je déduis la dimension de B. 5, c'est une constante mathématique, donc elle a pour dimension 1. Bêta, c'est l'inconnu. Et x a pour dimension une longueur. Deuxième membre que nous avons trouvé, donc m L au carré t moins 2. Je simplifie le carré avec L. Je retrouve la dimension de bêta, c'est égal à m L t moins 2. Sixième exemple. Imaginons que vous êtes étudiant, que vous êtes en examen, et sous l'effet du stress, vous êtes dans la confusion sur l'expression de l'accélération normale. Alors, vous vous posez la question, vous êtes confus, vous avez des doutes, vous dites que l'accélération normale est égale au rayon carré sur la vitesse, ou à la vitesse sur le rayon carré, ou la vitesse au carré sur le rayon. Ça peut arriver à n'importe qui d'avoir des doutes sur la forme d'une équation. Une astuce, on va utiliser l'analyse dimensionnelle pour identifier laquelle de ces trois expressions est correcte. Première, l'accélération normale est égale à r au carré sur v. Si cette relation est correcte, c'est que elle doit être elle doit être correcte sur le plan de son analyse dimensionnelle. Donc je vais écrire la dimension de AN égale la dimension de r au carré sur v. Donc premier membre, c'est une accélération, donc c'est égal à L t à la puissance moins 2. Deuxième membre, le rayon, c'est une distance, donc c'est une longueur au carré. Et on divise par la dimension de la vitesse qui est L sur t. Ce qui me donne, premier membre, Lt puissance moins 2. Deuxième membre, L fois t. Ça ne peut pas être. C'est une contradiction, donc elle est fausse. Deuxième relation, AN égale à V sur R au carré. La dimension premier membre doit être égale à la dimension deuxième membre. Donc, premier membre, c'est une accélération, donc L, t à la puissance moins 2. Deuxième membre, la vitesse L sur t et le rayon L au carré. Et je retrouve L, t puissance moins 2, premier membre. Deuxième membre, L à la puissance moins 1, t à la puissance moins 1. Ça ne peut pas être. Et ça ne peut pas être correct. Et donc, l'expression est fausse. Troisième relation,
A1 égale V au carré sur R. Donc, dimension de A1 égale à dimension de V au carré sur R. Et donc, premier membre, LT puissance moins 2 égale au deuxième membre, L sur T au carré, le tout divisé par L. Donc, si je simplifie, je trouve premier membre LT puissance moins 2, deuxième membre LT puissance moins 2. Et donc, la troisième, c'est l'expression correcte, puisque la dimension du premier membre est égale à la dimension du deuxième membre. Continuons notre cours avec ce dernier paragraphe qui concerne le calcul d'incertitude. Par exemple, soit une voiture qu'on cherche à mesurer sa masse, on trouve une masse de 1200 kg. Alors la question, êtes-vous sûr que c'est exactement 1200 kg? La réponse est non. Et oui, en même temps. On ne peut avoir une mesure quasi parfaite. Chaque mesure est entachée d'erreurs. Et là, on vient à un problème, on vient à la question d'évaluation de l'incertitude de votre erreur. Donc, le plus important n'est pas de ne pas faire d'erreur dans les mesures, mais d'évaluer l'incertitude ou l'erreur dans la mesure. Dans certains domaines, la mesure ou l'incertitude donnée peut être acceptée, alors que la même incertitude, si on cherche à l'appliquer dans un autre domaine, elle serait inadmissible. Donc le plus important, c'est de pouvoir donner l'information. Par exemple, un menuisier on veut commander un meuble, et on cherche à lui donner des dimensions. Alors pour un menuisier, une incertitude d'un demi-centimètre est tout à fait acceptable. Alors que dans le cadre d'un mécanicien qui cherche à faire l'usinage d'une pièce, l'incertitude pourrait être inférieure au centième du millimètre. Et donc chacun a ses normes, a sa quantité à son incertitude. Si je cherche à mesurer la distance entre deux villes, et je trouve que c'est égal à 150 km avec une incertitude de 100 mètres, c'est tout à fait acceptable. 100 mètres sur 150 km. Alors 100 mètres, ça nous paraît dans l'absolu énorme, mais ce n'est pas ça le critère. C'est le critère relatif à ça, qui est relative à la valeur lui-même, qui est 150 km. Donc, on parle aussi d'incertitude et d'incertitude relative. Le problème, c'est que quand on commençait dans les sciences expérimentales et particulièrement physique, certains paramètres ne sont pas accessibles directement. Donc, on doit faire l'expérience, on mesure les grandeurs et puis on calcule les paramètres cachés. Et si chaque mesure est entachée d'erreurs, il est tout à fait envisageable que le résultat est aussi entaché d'erreurs. La question est de combien et d'évaluer l'erreur sur la valeur calculée à partir de valeurs déjà entachées d'erreurs. Alors revenons à l'exemple de la voiture. On va peser cette voiture et on va trouver qu'elle pèse 1200 kg. On demande l'incertitude de la peser et on nous dit qu'elle fait 2 kg. Alors 2 kg sur les 1200, ça paraît tout à fait raisonnable. Alors que si vous pesez un sac de ciment de 50 kg, que vous trouvez une incertitude de 2 kg, c'est tout à fait inapproprié et pourrait être verbalisé par les services de fraude. Parce que dans ce cas, le rapport est énorme entre la masse mesurée et l'incertitude. Alors dans notre cas, le delta M sur M, qui représente l'incertitude absolue, le rapport entre l'erreur et la mesure, est de 0,16%, soit inférieur à 0,2%. Ce qui n'est pas le cas si je fais une erreur de 2 kg sur une masse de 50 kg. Donc, je fais une autre mesure. Je demande au service de sécurité d'évaluer la vitesse d'un mobile et à l'aide d'un radar de vitesse,
Ils me disent que ce véhicule roule à 1200 km/h avec une précision de 1%. 1%, c'est-à-dire 1 sur 100. Donc, l'incertitude est de 120 divisé par 100, soit 12 km/h. Je sais qu'il roule à 120 km/h. Ah, pardon, 120 km/h divisé par 100, ça donne 1,2. Donc, l'erreur est de 1,2 km/h. Je sais qu'il roule à 120 km/h, mais peut-être qu'il roule à 121,2 ou 119 km/h ou 118,8 km/h. Donc, la valeur mesurée, la valeur réelle est dans cet intervalle et on doit estimer l'erreur. Maintenant, je voudrais mesurer ou évaluer, pardon, j'ai mesuré la masse, j'ai mesuré la vitesse et je voudrais évaluer l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique se calcule par la formule 1/2 de mb au carré. Je ne peux pas mesurer directement l'énergie cinétique. Par contre, je peux mesurer la masse, la vitesse et j'en déduis une énergie cinétique. J'applique la formule 1/2 1200 fois 33,33. J'ai converti la vitesse en mètres par seconde au carré. Je trouve 666,666,666. À quel niveau je dois m'arrêter? À quel ordre je dois m'arrêter? À quel est le chiffre? Quels sont les chiffres après la virgule ou avant la virgule où je dois m'arrêter? Certains me disent 2 chiffres après la virgule serait raisonnable. Je dis non. Parfois, dans certains exercices, par habitude, pour des simplicités, pour des raisons de simplicité, on se contente de 2 chiffres après la virgule. Mais dans la réalité, pour savoir quel est le nombre de chiffres significatifs, il faut évaluer l'erreur. Si j'ai la mesure de m entachée en erreur, la mesure de la vitesse entachée d'erreur, certainement l'énergie cinétique est entachée d'erreur. Et la question, comment évaluer l'erreur sur l'énergie cinétique? Calculons donc l'énergie, calculons l'erreur, et là, on introduit ce qu'on appelle l'incertitude absolue. On définit qu'est-ce que c'est l'incertitude absolue. L'incertitude absolue est l'erreur qui est due directement à la mesure. Pourquoi il y a des erreurs de mesure? L'instrument que vous utilisez pour faire la mesure lui-même a ses propres limites. Chaque instrument a des limites, aussi performant qu'il soit, il a une limite et le constructeur, dans son manuel, dans sa notice de fabrication, il vous spécifie les conditions de son usage et selon les conditions de son usage, la précision qu'il peut admettre. Et au meilleur des cas, il aura une précision donnée qu'il ne pourra pas être plus précis que la valeur dont il est cité dans le manuel. Mais il n'y a pas que l'instrument de mesure, il y a aussi l'opérateur, la qualité de l'opérateur, son expertise, son expérience et l'environnement dans lequel se trouve l'expérience. Tous ces paramètres peuvent influencer la précision de la mesure. Et si on va mesurer par exemple une grandeur, je fais une première mesure, je trouve 4,3. Je change par exemple d'opérateur, je trouve 4,2. Je change d'environnement, je change des paramètres, je refais l'expérience, je ramène d'autres critères. Et en répétant à chaque fois la mesure, on s'approche de plus en plus. On aura un ensemble de points, 4,3, 4,2, 4,5. Comment obtenir une valeur de travail? Alors la valeur qu'on va utiliser, qu'on appelle la valeur de référence, on va prendre la valeur moyenne des grandeurs qu'on a mesurées. Dans notre cas, la moyenne de ces 3 mesures me donne 4,3. Et je vais évaluer l'écart qu'il y a entre cette valeur moyenne et les valeurs mesurées. Et je vais me rendre compte que 4,3
4,5 et un écart de 0,2. 4,3, 4,2 et un écart de 0,1. 4,3 à 4,3, l'écart est égal à 0. Donc ici, le maximum d'écart est de 0,2. Je vais prendre comme incertitude de mesure delta G égale à 0,2 et je vais écrire delta G égale 4,3 plus ou moins 0,2. Donc toutes les valeurs qui ont été mesurées sont incluses dans l'intervalle plus ou moins 0,2. Mais comme valeur de référence, comme valeur de mesure, je vais utiliser la valeur 4,3. Deuxième exemple, une autre grandeur que je cherche à mesurer. Première mesure ou premier environnement, première mesure 3,2, deuxième mesure 3,0, troisième mesure 3,5, quatrième mesure 3,1. La moyenne de toutes ces mesures est de 3,2 avec une incertitude de 0,3. Donc cette incertitude, c'est une incertitude absolue. Et cette incertitude absolue, je la calcule en calculant l'écart entre la valeur de référence, qui est la valeur moyenne, et les valeurs mesurées. Donc 0,1 ici, avec la deuxième valeur 0,3, avec la troisième valeur 0,2, bien sûr je prends en valeur absolue, avec la valeur G1, 0. Donc le maximum d'écart est de 0,3 entre G3 et G1 et j'adopte comme valeur d'incertitude 0,3. Et je vais écrire G égale 3,2 plus ou moins 0,3. Alors l'incertitude relative, elle concerne le rapport, enfin l'incertitude relative et le rapport de delta G sur la valeur de référence qui est la moyenne sur G1. Donc c'est le rapport entre l'incertitude absolue et la valeur de référence. Dans ce cas-là, c'est égal 0,3 sur 3,2, soit 0,09375, on arrondit et on obtient 0,095 ou 9,5% que je peux aussi arrondir à 10% ou 0,1. Alors pour calculer les incertitudes, il y a un certain nombre de règles que je dois respecter. Par exemple, si j'ai une sommation A égale B plus C. Alors l'incertitude sur A, c'est l'incertitude sur B plus l'incertitude sur C. Je mesure B, je mesure C. J'ai des incertitudes sur B et C. Donc l'incertitude sur la valeur calculée A, c'est la somme des incertitudes sur les paramètres qui ont été sommés. De même, si j'ai A égale D moins E, donc soustraction, l'incertitude sur A, c'est égal à l'incertitude sur D, plus, attention, l'erreur ne fait qu'augmenter, plus l'incertitude sur E. Et donc, que ce soit en cas d'addition ou de soustraction, l'erreur ne fait qu'augmenter. Deuxième méthode ou deuxième règle, c'est la méthode du logarithme. Si j'ai une grandeur qui est définie par une relation de multiplication, de division et de puissance, je peux obtenir l'incertitude relative ici par la méthode du logarithme. Alors comment je vais faire? Si j'ai A qui est obtenu à partir de la mesure de B, C et D, donc les trois paramètres mesurables sont B, C et D, et donc les trois paramètres qui sont entachés d'erreur, c'est l'erreur sur B, l'erreur sur C, l'erreur sur D. Alpha, bêta, gamma, delta, c'est des puissances, c'est des facteurs, c'est des constantes mathématiques qui sont liées à l'équation. Donc, ce n'est pas des grandeurs qu'on mesure, mais qui sont liées à la relation. Par contre, je mesure B et son incertitude. Je mesure C, son incertitude. Je mesure D, son incertitude. Si B est entaché d'erreur, C entaché d'erreur, D entaché d'erreur, forcément A sera entaché d'erreur. Pour évaluer l'erreur sur A, j'applique le logarithme népérien sur les deux membres. Donc, logarithme des deux membres. Je linéarise.
Donc c'est égal log de alpha plus log de B puissance bêta plus log de C puissance gamma plus log de D puissance delta. Puis, je fais sortir les puissances. Donc j'aurai bêta log de B, gamma log de C et moins delta log de D. Je rappelle le moins parce que le D est en bas. Donc, je continue. Passons maintenant à la dérivation des deux membres. On va dériver. Et la dérivée du logarithme, c'est la dérivée de la fonction qui est dans le logarithme. Donc, dans ce cas-là, log de A, si je le dérive, c'est la dérivée de A sur A. Dérivée de A sur A. Donc, la dérivation des deux membres me donne dérivée de A sur A égale. Ça, c'est une constante qui est reliée à l'équation. Donc, c'est une constante mathématique dont la dérivée donc, sera 0. Bêta est une constante, donc elle sort de la dérivation. J'aurai dérivée de B sur P plus gamma dérivée de C sur C moins delta dérivée de D sur D. Alors, pour passer à l'incertitude, je transforme les D en delta. Et donc, je prends le DA va être delta A, le DB va être delta B et DC delta C, D de D delta D. Et attention, je prends en valeur absolue. Donc ici, toutes ces valeurs vont être en valeur absolue et particulièrement ça qui a un signe négatif qui va se transformer en positif puisqu'on doit prendre la valeur absolue. Donc j'aurai l'incertitude relative delta A sur A égale bêta delta B sur B plus gamma delta C sur C plus delta D sur D. Exemple, revenons à l'exemple de notre voiture qui a été, qu'on a mesuré la masse, qu'on a mesuré la vitesse et qu'on voudrait évaluer l'erreur sur son énergie cinétique. Donc, j'applique la méthode du logarithme, puisqu'elle s'y prête très bien. Il y a des multiplications et des puissances uniquement. Logarithme des deux membres, donc c'est égal logarithme d'un demi de mv au carré. Donc, c'est logarithme de n demi plus log de m plus 2 fois log de v. Je passe à la dérivation, donc dérivée de e sur e, qui est la dérivation du logarithme. La dérivée de n demi, donc c'est 0. Dérivée de d de m sur m plus 2 fois dérivée de v sur v. Et donc, l'incertitude relative, c'est l'incertitude relative sur m plus 2 fois l'incertitude relative sur v. Et je calcule 2 kg sur 1200 kg plus 2 fois l'incertitude relative, on a dit que sur la vitesse c'était 1%, soit 0,01. Donc, j'obtiens 0,022. Alors, on a calculé E, on a trouvé 666 666,66666 à l'infini joules. Je multiplie E par l'incertitude relative 0,02 pour obtenir delta E. Et si je multiplie cette valeur-là par là, je trouve 14 666 que je peux arrondir à 15 000. Donc, l'incertitude sur l'énergie cinétique est de 15 000 joules, soit 15 kJ. Dans ce cas-là, je réécris la valeur de E par 666 666 joules plus ou moins 14 666, soit 666 kJ plus ou moins 15 kJ. Plus ou moins 15 kJ. Il est aberrant d'écrire les centaines, les dizaines ou les unités ou même les chiffres après la virgule si déjà l'erreur, l'incertitude, est déjà au niveau des milliers. Je ne peux pas donner des chiffres sur les centaines, sur les dizaines, si j'ai une incertitude sur quelques milliers ou une dizaine de milliers de joules. Donc, l'énergie cinétique, en fait, la vraie énergie cinétique, la valeur que j'ai idéale, serait comprise dans 666 plus 15, soit 681,
kJ et 651 kJ. Mais il nous faut une valeur avec laquelle on va continuer, on va communiquer, on va utiliser la valeur de l'intervalle, donc la valeur 666 kJ. Donc on va écrire que c'est l'énergie cinétique de cette voiture est de 666 kJ plus ou moins 15 kJ. Plus ou moins 15 kJ. Troisième méthode, qui est une méthode générale, qui peut s'appliquer dans n'importe quelle équation, même si on a une équation mixte de logarithme et une équation mixte de multiplication, de soustraction, d'addition. Même peut-être on aura des cosinus à l'intérieur, des sinus, des exponentielles. Quel que soit le type d'équation, de relation, on peut estimer l'erreur sur la valeur calculée. Alors, soit une grandeur G, n'importe quelle grandeur, qui se détermine par une relation entre les paramètres G1, G2, G3, G4, jusqu'à Gn. Quel que soit. G1, c'est une grandeur mesurable. Je mesure G1, j'ai l'incertitude sur G1. Je mesure G2, j'ai l'incertitude 2. G3, et ainsi de suite. Gn, je mesure Gn, j'ai l'incertitude sur Gn. Donc, un ensemble de paramètres que je mesure, je le mets dans une équation qui peut être n'importe quelle équation. Il y a des exponentielles dedans, il y a des sinus, il y a des cosinus, il y a la somme, il y a la soustraction. N'importe quel type de fonction, aussi complexe qu'elle soit, pour que l'essentiel qu'elle soit dérivable, cette relation, bien sûr. Et je cherche à mesurer l'incertitude sur la grandeur G à partir des mesures G1, G2, G3 jusqu'à Gn. Alors, donc, pour cela, je fais ce qu'on appelle la différentielle totale de G. C'est quoi la différentielle totale de G? C'est la somme des différentiels partiels de G. On avait déjà parlé de la dérivée partielle au précédent cours dans la dérivation des vecteurs variables. Et vous pouvez vous reporter pour vous rappeler comment on dérive une fonction par rapport à une variable en gardant les autres constants. Et donc, on va écrire que la différentielle totale de G, c'est égal à la dérivée partielle de la relation, donc f, par rapport aux premières variables, D2, première variable. Donc ici, je dérive par rapport à G1, je garde G2, G3 jusqu'à Gn, tous des constantes. Plus, je dérive la relation f par rapport à la deuxième grandeur en gardant G1, G3 jusqu'à Gn constant. Le résultat, la fonction que je vais avoir, la dérivée que je vais avoir, qui est uniquement par rapport à 2, ce qu'on appelle la dérivée partielle, je l'écris fois D2G2. La même chose pour G3, la même chose pour Gn. Donc la même chose jusqu'à Gn. Une fois j'ai fait la différentielle totale, donc je pourrais accéder à l'incertitude. Bien sûr, je rappelle que dérond voudrait dire dérivée partielle. Dérivée partielle par rapport à G1 en gardant le reste des variables constants. Donc je calcule, après je transforme les d de la dérivation en delta de l'incertitude. Donc le d qui était d de g va être delta g égale, et je mets la valeur absolue des fonctions que j'ai calculées. Toutes les valeurs absolues de toutes les fonctions qui ont été dérivées sur la base de la dérivée partielle. Et le d de G1 va se transformer en delta G1. Ici aussi delta G2. Ici aussi delta G2. Delta G2, c'est les incertitudes. Donc, je passe de la forme
je passe de cette forme-là, où j'avais des D droits, à des delta. Exemple. Revenons à notre exemple de référence qui est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré. On va lui appliquer cette méthode qui est générale, qui peut s'appliquer à n'importe quelle fonction. Donc la différentielle totale de E, c'est la dérivée partielle de E par rapport à M d de M, plus la dérivée partielle de E par rapport à V dV. C'est la définition. On a dit qu'on doit dériver par rapport aux grandeurs, aux variables de l'équation. Donc si je dérive E par rapport à M, je dois maintenir V constant. Et donc cette expression, V constant, donc V au carré est aussi constant. La constante, elle sort de la dérivation. Je la mets en facteur absolu, donc facteur commun. Donc j'aurai 1 demi V au carré. La dérivée de M, c'est égal à 1. Donc j'aurai 1 demi V au carré. Ça, c'est la dérivée partielle de E par rapport à M. D de M. Plus, je reprends la fonction initiale, je la dérive par rapport à V. Je maintiens M constant. Donc 1 demi M va être constant. Il va être mis en facteur commun par rapport à V au carré. Et je dérive V au carré. Si je dérive V au carré, j'aurai 2 fois V d de V. 2 fois V, donc ça c'est la dérivée partielle. Ça c'est constant par rapport à V. Le tout multiplié par dV. Et je transforme le D droit en delta. D droit en delta. D droit en delta. J'aurai l'expression de l'incertitude absolue de E. Si je veux comparer avec la relation déjà obtenue, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, mais l'essentiel, si je veux avoir la même expression, je veux remonter à l'incertitude absolue, je dois diviser les deux membres par E. Donc j'aurai delta E à la E égale 1 demi V au carré sur E, MV sur E. Et donc, bon, il ne faut pas oublier que ici j'ai simplifié le 2 avec le 2. Je remplace E par son expression 1 demi MV au carré, ici. Je remplace E par son expression 1 demi MV au carré, d'accord? Et j'obtiens cette expression. Je simplifie V au carré avec V au carré, 1 demi avec 1 demi. Je simplifie ici le V avec le carré, le M avec le M. Et j'obtiens l'incertitude relative delta E sur E est égale à 1 sur M delta M plus 1 sur 1 demi de V, parce que j'ai simplifié M avec M, V avec le carré. Le 1 demi va monter en haut. Et j'aurai l'expression identique à ce qu'on a calculé par la méthode de logarithmique. Donc, delta E sur E est égal à delta M sur 1 plus 2 fois delta V sur V. Et évidemment, si j'ai la même expression, donc si je fais l'application numérique, je vais trouver exactement les mêmes résultats. Donc, avec cette méthode, nous avons pu retrouver exactement la même expression qu'on avait déjà calculée avec la méthode du logarithme. Deuxième exemple, j'ai un corps, alors je veux le chauffer et la relation qui me permet d'avoir la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer ce corps d'une température initiale à une température finale est égale, donc Q est égal à mCp Tf moins Ti. Donc M c'est sa masse, Cp, c'est sa capacité à absorber la chaleur, donc c'est propre au corps, on appelle la capacité calorifique. Tf, c'est la température finale où tu veux arriver, et Ti, c'est la température initiale, la température avec laquelle il a démarré. Donc, je mesure la masse, j'ai une incertitude sur la masse. Je mesure la capacité calorifique, j'ai une incertitude sur la capacité calorifique. Je mesure la température initiale, qui est 20 degrés, avec une précision de 0,1 degré. La température finale qui est 40,1 degrés avec une précision de 0,1 degré. Et vous remarquez que j'ai les unités qui sont du même ordre de grandeur que la valeur mesurée. La question
calculer Q et l'incertitude sur Q. Donc, ici, j'ai une relation qui est mixte, où j'ai multiplication et soustraction. Et j'aurais pu avoir même une relation qui est plus complexe que ça, avec des sinus, ainsi de suite. Donc, la méthode du logarithme pourrait être un peu plus délicate à utiliser. La première méthode, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai des multiplications. Et la meilleure, donc ici, la meilleure façon de s'y prendre, c'est d'utiliser la méthode 3. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la différentielle totale de Q. Donc, c'est la somme des dérivées partielles de Q par rapport aux variables. Donc, M, Cp, température finale, température initiale. Donc, je dérive Q par rapport à M en gardant les autres variables constantes. Le résultat, je le multiplie par Tm. Je dérive Q par rapport à Cp. Le résultat, je le multiplie par d de Cp. Je dérive Q par rapport à Tf. Le résultat, je le multiplie par Tf. Et ainsi de suite pour Ti. Alors, rappelez-vous, je vais revenir en arrière. Voici l'expression de Q. Si je dérive par rapport à M, le reste doit rester constant. Donc, Cp, Tf moins Ti doit rester constant. Donc, il sort en facteur commun. La dérivée de M, c'est 1. Donc, j'aurai Cp, Tf moins Ti. La même chose lorsque je vais dériver par rapport à Cp. M doit rester constant, ça constant, ça constant. Donc, il sort facteur commun et la dérivée de Cp égale à 1. Lorsque je vais dériver par rapport à Tf, je distribue les facteurs. J'aurai MCp Tf moins MCp Ti. Et je dérive. Si je dérive par rapport à Tf, Ti est constant, donc ça va partir à 0. J'aurai MCp. Si je dérive par rapport à Ti, j'aurai moins MCp. D'accord? Donc, on revient à la relation. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à M fois Tm. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à Cp. Ça, c'est la dérivée partielle par rapport à Tf. Et ça, c'est la dérivée partielle par rapport à Ti. Donc, je peux faire sortir MCp facteur commun ici. Et la prochaine étape, c'est de remplacer le D par un delta et de mettre des valeurs absolues. Donc, D, la différentielle de Q va être delta Q égale à notre fonction en valeur absolue. Delta M de D va être delta. La même chose ici, delta à partir de cette relation. La même chose ici. Et là, j'ai l'incertitude absolue sur delta Q. Si je veux remonter à l'incertitude relative, je divise les deux membres par la quantité Q. Et je remplace l'expression de Q au deuxième membre. Donc ça, je le remplace par la relation initiale. Là, ça c'est Q, ça c'est Q, ça c'est Q. Et je simplifie juste pour donner une forme beaucoup plus agréable. Et j'obtiens delta Q sur Q est égal à delta M sur M plus delta Cp sur Cp plus delta F sur delta Ti sur Tf moins Ti. Je calcule I et Q, donc je procède au calcul, je trouve 40 401 calories. J'ai dit que ça c'est une valeur préliminaire. On doit évaluer l'incertitude pour savoir quels sont les chiffres significatifs qui vont être maintenus et quels sont qui vont être abandonnés. Donc, je calcule l'incertitude relative, je remplace par les valeurs numériques et j'obtiens 0,0195, soit environ 0,02. Si je multiplie par la valeur de Q, je trouve environ 800 calories, soit 0,8 kilocalories. Donc, mon incertitude absolue est de 800 calories. Si j'ai une incertitude de 800 calories, il est aberrant de prendre les chiffres
avec une grandeur inférieure à la centaine. L'erreur est de 800, donc le 1, je ne dois pas le prendre comme chiffre significatif. Donc je vais écrire la quantité de chaleur que vous devez fournir à ce corps pour augmenter sa température de 20 degrés à 40,1 est égale à 40,8 plus ou moins 0,8 kcal, soit une incertitude d'environ 2%. Delta Q sur Q, environ 2%. Donc, il serait aberrant de d'écrire que c'est faux d'écrire, c'est aberrant d'écrire que la quantité de chaleur est égale à 40,401 kcal. Pourquoi ne pas écrire ça? Parce que le 1 est beaucoup plus faible que l'incertitude qui est de 0,8. Vous êtes dans le doute à hauteur de 800 calories. Et vous me donnez un chiffre égal à 1 calorie. Vous donnez un chiffre égal à 1 calorie. Vous n'êtes pas sûr. Est-ce que c'est 40,4 plus 0,8 ou moins 0,8 et vous donnez un chiffre à 0,01. Donc, il faut faire attention. C'est une erreur de donner des chiffres significatifs plus faibles que votre incertitude. Donc, on écrit que Q est dans l'intervalle 39,6-41,2 kcal. Et comme valeur de référence qu'on va utiliser, c'est 40,4, c'est le milieu d'intervalle, avec une incertitude de 0,8. Rappelons aussi, comme remarque, que l'incertitude relative a pour dimension 1, parce que c'est l'incertitude, c'est la dimension de delta Q sur Q, donc elle a comme dimension 1. Et que l'incertitude absolue a la même dimension que la valeur mesurée. Donc la dimension de delta Q, c'est la même dimension que Q. Vous voyez qu'ils ont la même unité, calorie, qui est une unité d'énergie. Donc, alors que l'incertitude absolue a comme dimension 1, puisque c'est la dimension de delta Q sur la dimension de Q, comme ils ont la même dimension, donc ça se simplifie et j'aurai 1. L'incertitude relative est adimensionnelle et a comme dimension 1. Donc sur ce se termine notre deuxième cours et aussi avec lui le chapitre 1. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas posé trop de problèmes pour vous, pour votre compréhension. Je serai ravi de répondre à vos questions si vous avez des questions dès qu'on se voit. Merci pour votre attention et au prochain.